Ben, merci beaucoup de vous être connecté et d'avoir joint le webinaire d'aujourd'hui. C'est un grand plaisir juste d'être votre animatrice là, pour cette session. Donc, ben, je me présente. Je m'appelle Hélène Munger et puis je suis analyste de politique à Environnement et Changement climatique Canada. Euh, donc, c'est un grand plaisir, oui, je le disais, d'être ici parce que de mon côté, bien que je ne sois pas une experte du GIEC ou IPCC en anglais, euh, je suis responsable de fournir du support dans le cadre de mes fonctions au secrétariat pour le Canada en lien avec EBIS. EBIS, qui est le Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. Donc, c'est un peu un genre d'organisation sœur, si on veut, par rapport au GIEC. Le GIEC qui se consacre au changement climatique et BIS qui se consacre aux enjeux de biodiversité. Donc, je suis familière avec les processus du GIEC. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais je ne suis pas une experte non plus. Donc, je serai entourée de collègues pour répondre à certaines questions si jamais je n'ai pas la réponse à vous fournir sur le moment. Donc, écoutez, merci beaucoup de vous être rejoints à ce webinaire qui s'appelle Comment devenir un auteur du GIEC. J'espère que vous y trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin pour éventuellement peut-être poser votre candidature. Veuillez noter que cette session va se dérouler en français. Hier, nous avons eu une session en anglais. Et comme je le disais, ça me fera plaisir d'animer cette séance aujourd'hui. Juste m'assurer que tout va bien. Encore une fois, au niveau de la plateforme, les gens se joignent. OK, c'est bon. Donc, étant donné que je me trouve à Québec, j'aimerais simplement vous informer que je vous rejoins depuis le territoire traditionnel non cédé de Wendake Nyan-Wentio. Et je vous invite, par le fait même, à réfléchir sur quel territoire vous vous trouvez actuellement et peut-être même avoir une pensée pour ce que ce territoire représente pour vous. Maintenant, quelques petits mots avant de débuter notre discussion. Vous dire qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans la section Q&A, Question and Answer, questions et réponses en français. Donc, n'hésitez pas à tout moment durant la discussion, si vous avez des questions, à les écrire à cet endroit. Donc, vous pouvez également, je pense que vous pouvez prendre la parole directement aussi durant la discussion. Pour ça, quelqu'un va vous donner la parole. Quoique je ne suis pas familière avec le processus, mais normalement, ça sera possible. Également, si vous souhaitez adresser une question en particulier à un de nos intervenants, parce on va avoir des panélistes qui vont être là aujourd'hui pour discuter avec nous, ben, n'hésitez pas de mentionner le nom de la personne avant pour lui indiquer que vous avez une question pour cette personne-là. Également, vous indiquer que les questions qui sont restées sans réponse dans le chat ou dans la section Q&A vont recevoir une réponse, bien évidemment, soit normalement d'ici la fin de la rencontre. On n'est pas très nombreux, donc je pense qu'on va réussir à répondre à toutes les questions. Sinon, ben, ça pourra se faire par après par le biais d'un courriel. Quoi d'autre? Vous dire que la session d'aujourd'hui est enregistrée. Ça, c'est important que vous le sachiez. Quoi d'autre, quoi d'autre? Je pense que ce sont mes petits mots d'introduction. Donc, sans plus attendre, il me ferait grandement plaisir de vous présenter M. Robert Vautard, donc coprésident du groupe de travail 1 du GIEC. Robert va nous parler aujourd'hui de la structure organisationnelle du GIEC, des différents types de rapports ainsi que des différents rôles d'auteurs que l'on peut choisir enfin, pour lesquels on peut appliquer pour être un auteur au GIEC. Donc, Robert, à toi la parole. Voilà, merci beaucoup Hélène et merci à toutes et à tous d'être présents sur cette plateforme pour ce webinaire. Donc c'est vraiment bon, c'est le premier que je fais pour présenter vraiment le GIEC et puis les
les différents rôles d'auteur, aussi les plans des différents rapports, hein. Donc, c'est vraiment, voilà, on inaugure. Donc, je vous demanderai aussi votre indulgence si les choses ne sont pas parfaitement huilées dans le discours. Donc, voilà, je me présente un petit peu plus en détail. Je suis Robert Vautard, donc je suis scientifique du climat, climatologue au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique près de Paris, à l'université Paris-Saclay aussi. Et donc, ma spécialité, c'est beaucoup plus la climatologie statistique, l'étude des événements extrêmes notamment, et l'attribution des événements extrêmes. Et donc, j'ai le plaisir de partager la coprésidence du groupe 1 du GIEC avec mon collègue Xiaoye Zhang, qui se situe à Pékin et qui va nous suivre aussi, enfin avec qui je vais partager ce cycle. Donc voilà, je vais faire cette introduction aujourd'hui et puis je vais donner un signal en disant simplement planche suivante, s'il vous plaît, pour avancer. Donc on va faire comme ça, voilà, planche suivante, s'il vous plaît. Je ne sais pas si quelqu'un tourne les planches. Advance. Donc, oui, c'est Yeah. supposé. Next slide. Est-ce Next qu'on slide. peut? Yes. Oui, parfait. Good. Merci. Je peux aussi dire next slide, c'est peut-être plus simple. Donc voilà, la première chose, c'est d'abord le mandat du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC en français, IPCC en anglais. C'est vraiment d'évaluer de manière exhaustive, objective, ouverte et transparente les informations scientifiques, techniques et socio-économiques. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on distingue la science de la socio-économie. Les sciences sociales sont aussi des sciences. Voilà, qui permettent en fait de comprendre les fondements scientifiques du changement climatique, hein. Donc vraiment, notre mandat, c'est de faire l'état des connaissances de façon exhaustive euh, sur le changement climatique dans différentes dimensions. Voilà, next slide, please. Merci. Donc, en fait, le GIEC a été créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Euh, il a vraiment pour objectif de fournir des textes consensuels, scientifiques, mais aussi euh, pour lesquels les gouvernements sont partie prenante. En fait, c'est vraiment de la co-construction. Ces textes ont une vocation très particulière par rapport aux autres rapports. Ils ont vraiment une vocation universelle, puisque ils vont servir de base aux négociations internationales notamment. Et bien évidemment, si chaque pays arrivait avec un texte différent lors des négociations internationales, ça ne pourrait pas marcher. C'est pour ça que on essaye d'avoir un texte unique et c'est le rôle du GIEC. Donc voilà, les différents cycles du GIEC jusqu'au dernier, le cycle 6 ou l'AR6, s'est terminé en juillet 2023, mais on voit que les différents cycles au cours du temps, depuis 1988, ont tous contribué à des avancées majeures scientifiques, bien sûr, en tout cas la synthèse de ces avancées majeures, mais aussi à des avancées majeures dans les négociations internationales, dans les framings internationaux. On peut citer par exemple le cinquième rapport qui a sous-tendu l'accord de Paris en 2015, le sixième rapport qui a sous-tendu l'information scientifique pour le premier bilan mondial à la COP 28, donc en 2023. Voilà. Donc, slide suivante. Next slide, please. Merci. Alors, donc, le GIEC produit un certain nombre de rapports qui ont vocation à être vraiment
avoir une autorité scientifique. Alors, c'est pourquoi la procédure pour produire ces rapports est assez longue, euh, parce qu'elle demande une consensualité, une procédure rigoureuse et aussi une inclusivité d'un grand nombre d'experts et de points de vue différents dans le monde. Donc la première étape, c'est le cadrage donc on fait un, un- un plan, une ébauche du rapport qui est rédigé et développé par des experts, mais c'est un premier draft, en fait, qui est proposé au gouvernement dans l'étape 2, où les gouvernements, le panel, donc les 195 membres du GIEC, euh, peuvent effectivement un peu moduler les priorités. En général, il y a très peu de modulation et sur le rapport, en tout cas du groupe 1, il y a eu très peu de changements. Euh, donc, une fois que les experts qui se sont réunis finalement l'année dernière à Kuala Lumpur en décembre, et les gouvernements qui se sont réunis cette année en février à Hangzhou en Chine, une fois que ces deux étapes sont passées, les plans des rapports sont rendus publics et on peut faire un appel à nomination des auteurs. C'est cette numéro 3 dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc les gouvernements nomment les auteurs qu'ils souhaitent présenter euh, euh, seulement, pas seulement les gouvernements, mais aussi les organismes observateurs du GIEC, comme par exemple le Programme mondial sur le climat, mais aussi certaines universités sont observatrices du GIEC et d'autres aussi. Par exemple, on a une organisation de peuples autochtones aussi qui est qui prend, voilà, qui a une présence forte parmi les observateurs, hein, le Cercle des Inuits, je crois. En français, je ne sais pas bien la traduction, je vous prie de m'en excuser. Ensuite, une fois que les observateurs ou les gouvernements ont nommé les auteurs, les membres du bureau du GIEC peuvent aussi nommer des auteurs. euh, il s'effectue une sélection, et ça, c'est vraiment le bureau du GIEC, donc les coprésidents, les vice-présidents pour les groupes de travail qui vont sélectionner les auteurs en respectant un certain nombre de contraintes et d'équilibre, un équilibre de genre. Cet équilibre n'est pas toujours respecté, et par exemple, strictement, je veux dire, par exemple, dans le dernier cycle, on avait à peu près 70% d'auteurs masculins et 30% d'auteurs féminines. Bon, c'était la proportion des nominations. Et là, voilà, on va essayer de faire vraiment notre mieux pour s'approcher du 50-50. On cherche aussi à avoir un équilibre régional, non seulement au niveau des différents continents, mais aussi au niveau euh, au niveau à l'intérieur des continents, hein. Par exemple, en Europe, bien souvent, il y a beaucoup plus d'auteurs ou de nominations d'auteurs ou de sélections d'auteurs, où il y a eu beaucoup plus dans le passé pour l'Europe de l'Ouest par rapport à l'Europe de l'Est. Donc ça, c'est aussi des considérations qu'il faut qu'on prenne en compte. Une fois que la sélection des auteurs est faite par le bureau, eh bien qu'il y a des séries de votes au sein du bureau pour produire une liste courte et puis ensuite une sélection, proposer une sélection, vérifier les équilibres. Euh, on fait donc on lance la production du rapport avec une première réunion d'auteurs et ensuite il y a des cycles de revues, une première revue par des experts scientifiques, une deuxième revue gouvernementale et puis une version finale du rapport est produite avec un résumé pour décideurs, le SPM, le fameux SPM. Et puis ensuite, le rapport est approuvé en même temps qu'en séance, le résumé aux décideurs, et le résumé pour décideurs est approuvé mot par mot. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir toute cette chaîne pour savoir dès le début que
eh bien, il va falloir respecter un petit peu les plans des rapports qui sont proposés. Voilà, planche suivante, s'il vous plaît. Next slide. Ah oui, bah voilà, c'était la phase où on était. Donc, juste quelques chiffres. Donc, pour le 6e cycle, avec les 3 rapports principaux et les 3 rapports spéciaux, 796 auteurs, plus de 100 000 articles cités dans les rapports et 300 000 commentaires des rapporteurs lors des cycles de revue. Donc, c'est vraiment un travail colossal, mais qui a, une fois que tous ces cycles sont passés, euh, voilà, le mérite d'être vraiment extrêmement consensuel et reflétant l'état des connaissances dans le sens le plus strict. Voilà. Donc, voilà, j'en profite pour ajouter que bien souvent, les auteurs, ça peut avoir un aspect un petit peu frustrant, même si je veux surtout pas décourager les candidatures, au contraire, hein. Mais c'est comme lorsqu'on est, c'est comme un peu une fourmi dans une fourmilière, hein. Le travail, c'est le travail de la fourmilière, c'est le travail collectif qui est fait ensemble. Et bien souvent, il est difficile de retrouver une phrase dont on est propriétaire, dont on serait propriétaire. En fait, on est propriétaire de rien dans le rapport. On est collectivement propriétaire de l'ensemble du rapport. Et ça, ça a des côtés tout à fait intéressants parce qu'il y a vraiment un travail collectif, mais qui peut aussi paraître frustrant au niveau des auteurs par moment. Voilà, slide suivante, next slide. Merci. Donc, au cours du 7e cycle, on va faire un ensemble de rapports. Donc, il y en a un qui est déjà démarré, c'est le rapport spécial sur le changement climatique et les villes qui est dû en 2027. Mais aussi, il y a des rapports méthodologiques pour les inventaires d'émissions, d'une part sur les espèces, les espèces chimiques à courte durée de vie. En ce moment a lieu à Bilbao, en Espagne, le premier meeting d'auteurs pour ce rapport méthodologique. Et il y a aussi un rapport méthodologique sur les méthodes d'élimination du CO2 dont le plan n'est pas encore approuvé. Et puis, bien sûr, les 3 rapports des groupes 1, 2 et 3 qui sont attendus à une date qui n'est pas encore décidée, mais qui devrait se situer aux alentours de 2028, dans l'année 2028 ou peut-être début 2029. Voilà, mise à jour du guide technique sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité. Donc, un rapport technique très important aussi pour de nombreux pays, notamment pour les pays en développement, qui subissent de plein fouet en fait les conséquences du changement climatique et pour qui l'adaptation est une urgence. Euh, voilà. Et enfin, en 2029, un rapport de synthèse qui fera la synthèse de l'ensemble des travaux du cycle. Next slide, please. Voilà, donc on va parler effectivement du... Donc à chaque planche peut être affiché l'ensemble des... Merci beaucoup. Voilà. Donc rapidement, comment participer? De plusieurs manières en fait. La première, c'est par la publication des recherches. Les rapports du GIEC, en fait, n'existent que par la synthèse, la revue et la synthèse de la littérature. Donc, tous vos travaux scientifiques qui sont publiés euh, méritent l'examen par les auteurs du rapport du GIEC, sans nécessairement participer à la rédaction du rapport lui-même. La deuxième façon de faire, c'est de contribuer comme rapporteur. Voilà, si on n'a pas le temps de s'engager, parce que c'est un réel engagement, la production du rapport, l'écriture du rapport, euh, vraiment un réel engagement, mais on peut simplement être rapporteur et à ce moment-là, candidater au moment où les appels aux rapporteurs seront ouverts, c'est-à-dire au moment de la première, du premier draft et du second draft pour lequel il y aura un appel. Alors, les appels sont faits différemment selon les pays, donc il m'est difficile de savoir comment c'est fait au Canada. Et la troisième façon, c'est bien sûr de participer directement en étant auteur. Il y a plusieurs façons d'être auteur ou de participer à l'écriture.
c'est soit en étant auteur principal, soit en étant auteur principal coordinateur, donc c'est les coordinateurs de chapitre ou coordinatrices de chapitre, et ou en étant éditeur de revue. Un éditeur de revue ou une éditrice de revue, c'est ou un scientifique qui va vérifier que il n'y a pas de gap dans le chapitre ou qui va vérifier que les commentaires ont bien été pris en compte. Voilà, donc ça c'est la façon directe. Ensuite, il y a des façons un petit peu plus indirectes, c'est d'être auteur-contributeur. Donc ça permet de participer à simplement peut-être un paragraphe ou un sujet. Mais ça, c'est pas, il n'y a pas d'appel à nomination pour les auteurs-contributeurs ou les scientifiques ou les chapter scientists en anglais. J'ai du mal à le traduire en français. Il n'y a pas d'appel, c'est vraiment à voir directement avec les équipes d'auteurs qui sont sélectionnées. Next slide, please. Voilà, donc nomination, les auteurs coordinateurs, les auteurs et les éditeurs de revues sont appelés à être nommés en ce moment et les pays et les observateurs ont jusqu'au 17 avril pour envoyer leur liste au GIEC, liste à partir duquel le bureau du GIEC fera la sélection. Donc, les éditeurs de revues, les auteurs coordinateurs de chapitres. Et puis, pour les autres contributions, il faudra attendre un petit peu parce que voilà, ça sera à voir soit directement par des appels pour les revues, soit euh, directement avec les auteurs des équipes. Donc, next slide, please. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. L'appel à candidature, en fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Les points focaux, donc il y a un point focal par pays ou par organisation administratrice. Donc, ils collectent les souhaits de nomination. Ils envoient ensuite les nominations au GIEC et ensuite la sélection se fait. Next slide, please. Alors, je vais passer un tout petit peu de temps, pas trop. J'ai une planche pour chaque groupe de travail pour expliquer la structure de rapport qui a été accordée, donc pour lesquels les gouvernements et les scientifiques se sont accordés pour le groupe 1. Donc, le groupe 1, c'est les bases physiques du climat. Donc, le groupe 1 aura 10 chapitres. Et ces chapitres vont être peut-être, il faut, je pense, appuyer encore sur la planche pour avoir l'ensemble des cadres qu'il doit y avoir dedans, mais peut-être pas, je ne sais pas. Can you just push on the button to see if we have some? Yes. Yeah, please, one. Oh, it's one by one. Okay, I see. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Donc, le rapport, il est en 3 grandes parties. La première grande partie, après le chapitre d'introduction, le chapitre 1, les chapitres 2, 3 et 4 ont pour objectif de faire la revue de l'état du changement climatique jusqu'à aujourd'hui, des tendances et de l'état des connaissances sur les processus, notamment qui sont liés au changement climatique. Donc le chapitre 2 pour la grande échelle et l'échelle globale, le chapitre 3 pour l'échelle régionale, avec en particulier les extrêmes. Et donc l'état des connaissances, c'est non seulement les observations, mais aussi les simulations du climat et la façon dont on va expliquer les tendances qu'on observe ou les anomalies qu'on observe. Je tiens à préciser que cette partie va être particulièrement importante dans ce 7e cycle, puisqu'il ne vous a pas échappé que nous avons depuis quelques années, quelques décennies, mais aussi quelques années, des anomalies particulièrement marquantes, non seulement dans les extrêmes, mais aussi dans les températures globales ces années récentes, qu'il va falloir bien sûr expliquer, mais tout ça en déroulant toute la physique du climat, le bilan énergétique de la Terre, le cycle du carbone, le cycle de l'eau, les couplages entre les cycles, etc., etc.
OK, I go a bit faster. The next block, no, sorry, can you still keep on? I will just go very quickly. Un groupe de chapitres 5 à 8 va expliquer le climat futur et avec un highlight en particulier sur les changements abrupts. Alors, il y a un titre très long et les potentiels points de bascule, les tipping points. Donc, ensuite, la troisième partie, les chapitres 9, 10 et l'Atlas vont être dédiés à l'utilisation de l'information climatique et l'information pour les réponses climatiques. Voilà. Donc rapidement, ensuite, donc ça c'était pour le groupe 1. Pour le groupe 2, une structure un peu différente. Can you switch to next one, please? Yes. Donc, très rapidement, des chapitres globaux pour le groupe 2 sur l'adaptation, sur les dommages et préjudices, sur le rôle de la finance, et puis des chapitres régionaux d'une part et sectoriels, d'autre part pour avoir différentes perspectives. Et puis ensuite, le groupe 2 va aussi publier les guides techniques ou les guides techniques pour l'adaptation et les impacts. Pour le groupe 3, next slide, please. Ouais, voilà, il faudra peut-être appuyer plusieurs fois. Yes. Hit next slide, please. Yes, maybe peut-être appuyer plusieurs fois. Maybe push several times. Yes. No, before, just before. Merci. Le groupe 3, pareil, 3 blocs principaux. Un bloc sur le passé et les... Donc, le groupe 3, c'est l'atténuation. Hein, donc, sur les tendances passées dans les politiques publiques, dans l'atténuation, et pour le futur, les projections, les scénarios, en fait, ils les appellent pas scénarios, mais projected futures pour généraliser un peu la notion de ces scénarios. Et puis, le cadre du développement soutenable et de l'atténuation et les questions que cela pose. Un deuxième bloc sur les facteurs qui vont favoriser les transformations et puis l'atténuation. Et je passe rapidement. Ensuite, un grand bloc de chapitres sur les différents secteurs et la façon dont l'atténuation est réalisée et les potentiels pour l'atténuation dans les différents secteurs économiques. Et enfin, un dernier chapitre, le chapitre 15, spécifique sur l'élimination du CO2, parce que il y a beaucoup de questions aujourd'hui, tant sur les méthodes, sur l'économie de l'élimination du CO2, sur les aspects économiques, et aussi sur les aspects géophysiques, mais qui seront, eux, traités dans le groupe 1. Donc, il y a beaucoup de ponts entre les différents groupes de travail aussi, et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Dernière chose, peut-être, avant de terminer, puisque la dernière planche, c'est la fin, on souhaite élargir la base des connaissances dans ce cycle, non seulement par l'inclusion davantage de rapports qui ne sont pas nécessairement des rapports ou des publications qui sont revues par des pairs, mais qui peuvent être de la littérature grise, notamment tous les plans climat, enfin pas les plans climat, mais les rapports sur le changement climatique nationaux, qui sont souvent une source très importante d'informations climatiques qui n'est pas nécessairement développée dans des publications scientifiques, mais aussi élargir la base des connaissances sur les connaissances sur les savoirs autochtones qui vont être introduits, je l'espère, pour la première fois dans le groupe 1, et de la façon dont ces savoirs peuvent être inclus dans le faisceau de connaissances sur le changement climatique, en même temps que les connaissances physiques et les connaissances des acteurs locaux, mais aussi bien sûr, on a aussi de nouvelles méthodes et de nouveaux types de modèles, et ça va être je pense que ces rapports vont être très innovants parce que maintenant on a l'arrivée aussi de l'intelligence artificielle et du machine learning qui apportent de nouvelles modélisations, de nouvelles façons
de représenter la physique, mais aussi les interactions humaines et aussi une grande amélioration dans les modèles physiques eux-mêmes. Voilà, je vais terminer là. Vous remercier pour cette écoute et je serai bien sûr avec vous pour voilà, le next slide, merci, c'est la fin. Je suis avec vous pour les questions et les séances de questions-réponses si vous en avez. Alors, je ne sais pas si je repasse la parole à Hélène, peut-être? Oui. Est-ce que tu m'entends bien, Robert? Ouais. Oui, super. Bien, merci beaucoup pour ta présentation. Donc, je ne sais pas si on peut me voir présentement. Ah, je viens d'apparaître, je crois. Donc, OK, parfait, on me voit. C'est bien. Alors, merci beaucoup, Robert, pour cette présentation qui nous a donné de l'information très importante sur le GIEC, les processus, comment appliquer, quels sont les différents rôles d'auteur. Donc, je vois dans la section Q&A, questions-réponses, Q et R, que pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat non plus. Donc, je pense qu'on peut poursuivre, mais merci de rester avec nous, Robert, si jamais il y a Sure. des questions oui, qui viennent, qui pourront, que j'adresserai peut-être vers toi. Donc, la prochaine partie, de notre webinaire d'aujourd'hui consiste à accueillir en fait des panélistes, donc des très charmantes personnes qui ont accepté aujourd'hui de venir nous parler de leur expérience comme auteur au GIEC, soit auteur présent ou auteur passé. Donc, je les inviterai à se joindre à moi. Je crois que je vais les voir arriver lorsque... Oui, voilà, super. Qui se joindront. Donc, merci beaucoup, cher panel, d'être avec nous aujourd'hui et de pouvoir partager avec le groupe votre propre expérience en espérant que ça puisse répondre à plusieurs questions et peut-être en inspirer aussi certains à faire la même chose que vous. Donc, encore une fois, pour les participants, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant que nos panélistes discutent, envoyez-les dans la section questions et réponses, et puis on va s'assurer que celle-ci soit adressée. Alors en fait, ben, je pense que je vais tout simplement vous présenter rapidement et ensuite je vais vous donner la parole à tour de rôle, puis ce que je vais vous demander, chers panélistes, ce serait de commencer par, moi je vais nommer votre nom, mais juste vous présenter un petit peu plus sur qui vous êtes, d'où vous venez, quel est un peu votre background. Puis ensuite, je vais vous poser tout de suite ma première question que vous pourrez même répondre immédiatement. Donc, alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter nous avons Nathan Gillette qui est là. Merci, il est là. Nous avons Elisabeth Gilmore. Nous avons Gwenaëlle Gremion qui est là. Et nous avons M. Pierre Bernier. Super. Nos 4 panélistes sont présents. Alors, en fait, ma première question pour vous, ce serait, en fait, parce que je suis très curieuse de savoir comment et pourquoi vous vous êtes impliqué dans le GIEC. Donc, c'est quoi un peu votre histoire avec le GIEC? Donc, je me lance, je commencerai peut-être avec Nathan. Alors, je vous rappelle juste de vous présenter un petit peu, donner votre background, puis ensuite répondre à ma question, à savoir quelle est votre histoire avec le GIEC. À vous, Nathan. Merci beaucoup, Hélène. Alors oui, je suis chercheur scientifique avec Environnement et Changement climatique Canada. Je travaille à Victoria, en Colombie-Britannique. Comme Robert, je travaille sur l'attribution des changements climatiques et aussi sur l'attribution des événements extrêmes. Oui, alors j'ai commencé avec le GIEC. Alors, dans le 3e rapport d'évaluation, j'ai fait mon doctorat et mon superviseur m'a donné une ébauche du chapitre sur l'attribution des changements climatiques pour lire et pour réviser et donner des critiques. Et oui, alors j'ai donné des critiques et j'étais nommé auteur contributeur dans le 3e rapport d'évaluation. Puis, je me suis appliqué pour être
auteur principal sur le quatrième et le cinquième rapport d'évaluation. Et puis, j'étais auteur contributeur, j'étais auteur principal coordinateur sur le sixième rapport d'évaluation. Alors, oui, alors, et c'était un rôle très intéressant. Alors, j'aime bien être auteur des rapports alors, tous ces rôles étaient sur le groupe de travail 1 du GIEC. Alors, ce rapport sur la science physique des changements climatiques et j'ai travaillé sur les rapports concernant l'attribution des changements climatiques. Oui, alors, oui, ça, c'était un peu sur mon histoire avec le GIEC. Parfait. Merci beaucoup, Nathan. Gwenaëlle, de ton côté. Oui, bonjour. Gwenaëlle, je suis basée à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Je travaille pour le ministère Pêche et Océan Canada. Et en fait, j'ai été impliquée donc, dans le cycle 6 du rapport de GIEC au travers l'association APEX, donc l'association des jeunes chercheurs qui travaillent sur les milieux polaires. Et en fait, j'ai coordonné plusieurs révisions des rapports euh, pour et par les jeunes chercheurs. Donc, ça consistait à faire en sorte d'expliquer un petit peu comme Robert a fait, c'est quoi le cycle du GIEC aux jeunes chercheurs, les former sur comment est-ce qu'on révise un rapport du GIEC avec toute la nomenclature et comment c'est écrit les rapports avec les incertitudes, etc. Donc, on a eu la chance d'avoir des auteurs qui nous ont formés, qui nous ont épaulés là-dedans. Et donc, on a quand même fait plusieurs révisions. On a fait les deux drafts du rapport du premier groupe et du deuxième groupe, et puis le rapport spécial sur la cryosphère. Donc, ça fait quand même 5 rapports pour lesquels j'ai organisé une révision par à peu près une centaine de jeunes chercheurs à chaque fois, de tous les domaines scientifiques, donc aussi bien sciences sociales que sciences, on va dire, naturelles, et qui étaient regroupés vraiment sur littéralement toute la planète. C'est ça ma contribution et mon lien, entre guillemets, avec le GIEC. Merci beaucoup. J'irai maintenant voir du côté de Monsieur Bernier. Pierre, quelle est votre histoire avec le GIEC? Et je crois qu'on ne vous entend pas, malheureusement. Vous êtes en sourdine. Oui, 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 j'ai fermé mon micro pour ne pas embêter personne tantôt. Parfait. Oui, moi, je remonte un peu la moyenne d'âge du groupe. Moi, j'ai eu en fait ma contribution avec le GIEC, ma première officielle grande, c'est quand j'étais déjà à la retraite. Mais on va commencer un peu en arrière. Moi, je suis chercheur. J'ai été chercheur pour le Service canadien des forêts. J'ai fini ma carrière les dernières années au bureau de Québec, d'où je viens. Dans le fond, c'est ma ville natale. Très beau bureau, très productif comme groupe de chercheurs. J'ai travaillé une grande partie de ma carrière sur les échanges forêt, atmosphère, impact du climat sur les forêts, interaction en fait entre les forêts et le climat, dans le fond, aussi par le biais de l'albédo. Euh, Beaucoup de travaux sur les perturbations et puis comment les perturbations affectent les forêts, puis la rétroaction avec l'atmosphère, tout ça. Donc, il y avait beaucoup et puis le carbone, toute la question du carbone, évidemment en forêt. J'ai travaillé beaucoup sur ça et puis avec les années, j'ai révisé beaucoup les rapports du GIEC qui m'arrivaient, moi, par les groupes de chercheurs dont je faisais partie. Ça fait que j'étais reviseur dans le fond et puis j'ai soumis une ou deux fois certainement ma candidature pour faire partie de l'équipe ou bien d'auteurs ou autres. Et puis, bon, pour toutes sortes de raisons, j'avais aussi une carrière bien remplie, ça fait que bon, ça passait. Puis à la fin, dernière, je pense, c'est juste avant l'année que je prenne ma retraite, avant que je prenne ma retraite, j'ai fait une dernière soumission pour un rapport spécial c'est le rapport spécial sur les changements climatiques et les terres. Donc, c'est un rapport spécial qui regardait à la fois le côté attribution, le côté impact, le côté atténuation, tout ensemble pour les terres. Et puis,
alors que je viens de prendre ma retraite, j'ai été sélectionné. J'étais affilié à l'Université Laval à ce moment-là. Encore émérite pour le fédéral, mais affilié à l'Université Laval. Fait que j'ai été accepté comme review editor, éditeur scientifique. Donc, quelque chose, ça a été réellement pour ce rapport-là. Fait que ça a été en 2018-2019. Je parlerai un peu, quand on parlera des défis tantôt, là, une, c'est un poste très spécial dans un groupe d'auteurs. Fait qu'on on parlera de ça, mais ça a été fantastique comme expérience. Fait que j'en dirai pas plus, là, je vais passer ma parole. Oui, parfait. Effectivement, on va y revenir. Merci beaucoup, Pierre. On me dit qu'Elisabeth vient de perdre sa connexion, mais qu'elle va se revenir. Elle semble être de retour. Toujours des beaux timings hein, avec la technologie, donc je comprends. Elisabeth, est-ce que tu es correcte pour nous dire quelques mots aussi? Oui, Oui, super. c'est toujours comme ça. Alors, moi, je suis professeure agrégée à Carleton University, ainsi qu'une chercheure à environnement et changement climatique. Et je suis à Gatineau. Mes recherches ils portent notamment sur les aspects économiques et de l'efficacité des stratégies d'adaptation. Alors, moi, j'étais un auteur pour le groupe de travail 2 et je n'ai rejoint le GIEC jusqu'au début du sixième cycle. À l'époque, je publiais déjà dans le domaine et je voyais d'autres collègues y participer. Et en fait, je me suis dit, si je ne propose pas ma candidature, je ne peux pas être choisie. Alors, c'était vraiment, j'ai franchi le pas. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors, mais quand même, quand on m'a proposé de devenir auteur principal, je n'ai pas accepté tout de suite. Je savais que ce serait un engagement énorme, ça prendrait du temps dans ma vie de famille et d'autres recherches auxquelles je tenais. Alors, donc, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir sérieusement. Surtout, c'était important de demander du soutien. Euh, mais finalement, après des discussions, c'était vraiment une occasion unique de contribuer. Alors, ouais, ça valait l'investissement. Merci beaucoup, Elisabeth. Euh, donc, en fait, merci beaucoup. Prochaine question pour vous tous et toutes. Vous déciderez qui souhaite répondre en premier. Mais donc, ce que j'entends, c'est que vous avez tous joué un rôle donc, dans le cycle 6, le RE6 en français, donc rapport d'évaluation 6 ou AR6, Assessment Report, mais des rôles qui sont différents. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de quels étaient ces rôles? Qu'est-ce que ça vous a permis de développer peut-être d'un côté plus professionnel? Et est-ce que vous avez rencontré des défis? Qu'est-ce que ça impliquait d'avoir ce rôle versus un autre? Donc, à moins que personne ne se propose, Nathan, je sens. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, oui, comme j'ai expliqué, j'étais une auteure principale coordinateur pendant le sixième cycle d'évaluation. Alors, mon rôle était au début, alors il y avait une autre auteure principale coordinatrice avec laquelle je travaille. Et au début, on a planifié le chapitre un peu. Puis, alors ça a commencé avec la première réunion des auteurs. Puis, on a, oui, alors, une fonction des auteurs principaux, c'est de présider aux réunions de l'équipe du chapitre. Alors, et on doit être... oui, on doit présider aux réunions, on doit essayer d'assurer la participation de tous les auteurs. Alors, comme Robert a expliqué, c'est une équipe assez diverse. C'est les scientifiques qui viennent de plusieurs pays. Et c'est important d'assurer que tous les auteurs
participent bien à ce processus. Alors, dans le 6e cycle d'évaluation, il y avait des sessions sur le processus qui étaient organisées pour les auteurs coordinateurs, pour améliorer pour améliorer le processus, pour assurer la participation de tous les auteurs. Et c'était très, très utile. Alors, j'ai organisé des réunions, et puis on a commencé à écrire les ébauches. Alors, comme auteur principal coordinateur, on doit organiser l'équipe, diviser les tâches, mais pas seulement ça, on doit aussi réviser tous les chapitres. Alors, j'ai révisé tous les chapitres moi-même plusieurs fois, j'ai lu tous les chapitres plusieurs fois. Oui, alors c'était un grand travail, c'était beaucoup de travail pendant 3 années, mais c'était très intéressant, c'était très... c'était un travail très intéressant. Puis, comme auteur principal coordinateur, j'ai participé avec l'élaboration de la sommaire pour les décideurs, SPM en anglais, et ça c'est une tâche aussi intéressante. Et puis, j'ai participé, alors il y avait plusieurs, alors pas plusieurs, 4 réunions pour les auteurs. C'était pendant la pandémie, alors c'était un autre défi de continuer ce processus, d'organiser l'équipe pendant la pandémie. Parce que, oui, je travaille à Colombie-Britannique, j'ai participé à plusieurs réunions à distance, plusieurs réunions vidéo à 5 heures le matin, 6 heures le matin. Oui, c'était un défi, mais oui. Et puis, à la fin du processus, j'ai participé à la plénière, la réunion du GIEC où le sommaire, le résumé pour les décideurs était approuvé. Et oui, c'était une expérience intéressante aussi. On voit oui, les vues des pays différents et c'était aussi un défi de défendre nos conclusions. Alors, ça c'était une résumé de mon rôle dans le 6e rapport d'évaluation. OK. Merci beaucoup, Nathan. On comprend que, donc, quand on a un rôle comme le vôtre d'auteur principal, coordonnateur, donc c'est quand même assez impliquant en temps, en énergie, en rencontre. Et puis, comme vous dites, ça nous amène également à être présent à la plénière où le SPM Summary for Policymakers est accepté. Et donc, ça nous amène également à être challengé, j'imagine, parfois par certains pays membres qui viennent exprimer leur opinion sur certaines formulations. Puis au final, le but, c'est d'avoir un consensus. Donc, un bel exercice. Effectivement, ça doit être assez intéressant de passer à travers tout ça. Merci beaucoup. Qui souhaiterait maintenant nous parler suite à Nathan? Je vois sourire Pierre. Oui. De ton côté, qu'en a-t-il été? Ben, ça a été très intéressant. Juste en partant, c'est pas donné quand on fait notre demande, dans le fond, notre soumission d'intérêt, parce que moi, je regardais dans mes vieux courriels, il y a eu 604 non proposés pour les différents postes, puis il y en a 104 qui ont été retenus. C'est 1/6. Donc, c'est mieux que la loto, mais c'est quand même pas donné, hein. C'est qu'on ne sait pas quels sont les critères appliqués par le TSU en haut qui fait les choix avec le bureau, là, mais en tout cas, ça a été 1/6 pour moi, puis donc j'ai tiré la bonne paille pour ça. J'étais, moi, contrairement à Nathan, qui était, lui, le grand boss du groupe, moi, j'étais un petit pion qui arrivait, et puis ce qui est intéressant pour les RE, comme on dit, les éditeurs de revues, on arrive, nous, à la 3e de 4 réunions des auteurs. Ça veut dire que quand on arrive, les auteurs
ont été nommés. Ils ont écrit le Zero Order Draft. C'est même pas, c'est même pas la version numéro 1, c'est la version numéro 0 qui a été soumise déjà pour des revisions, qu'ils ont corrigées, et puis à ce moment-là, ils ont créé la version première, la First Order Draft, la FOD, qui a été soumise, puis là, l'avalanche de révisions arrive, puis là, nous autres, on arrive. Fait qu'on arrive, nous, à la troisième rencontre, les auteurs travaillent ensemble étroitement depuis 1 an. Ça fait qu'on arrive dans un groupe qui se connaît, qui interagit. Nous, ils sont 12, ils viennent de tous les pays du monde et on ne les connaît pas. Ça fait que, puis il faut travailler ensemble avec eux et elles intensément pendant une semaine pour partager l'ouvrage, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on veut faire tout de suite, pour tout ça. C'est assez intense. La première semaine, ouf, 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 hein, on se demande comment est-ce qu'on va réussir à faire ça. On avait, nous, ce chapitre-là du rapport spécial. Le rapport spécial avait eu 10 000 commentaires. Notre chapitre en avait eu 2 000 sur les 10 000. Sur les 8 chapitres, nous autres, on avait ramassé 2 000, dont 1 000 étaient conséquents à peu près, là. L'autre, c'était des virgules puis des points, là. Ça fait que le TSU s'occupait de ces petites affaires-là, mais nous autres, on s'occupait de 1 000 à peu près, là. Puis là, ben, c'est partager ça entre tout le monde et puis aussi s'assurer que. Puis j'avais 2 autres collègues, des review editors, on était 3. Fait qu'il faut se coordonner. Qui prend quoi? Parce que là, les auteurs commencent à corriger les affaires. S'il y en a qui ont déjà vu ça, c'est un grand tableau Excel. Nous, on gère un grand tableau Excel, dans le fond, où il y a le numéro. Dans la première colonne, c'est le numéro des commentaires, de 1 à 2000, là. Et puis ensuite, c'est qui a fait je me souviens plus de l'ordre exactement, mais qui a fait le commentaire. L'institution devient la personne qui a fait le commentaire. Euh, le commentaire, le nom de l'auteur qui va répondre au commentaire, je ne me souviens plus au juste. Puis ensuite, la réponse au commentaire. Il faut que l'auteur du texte qui répond au commentaire doit mettre une réponse au commentaire. Ce grand fichier-là est visible, hein. Il est publié sur le site du GIEC pour ce rapport-là. Donc, tout le monde peut aller voir. Donc, mais ça, c'est un grand fichier Excel dans lequel tout le monde travaille. Puis nous, évidemment, tout le monde ne travaille pas dans le même. C'est que les gens extirpent des bouts de ça, travaillent sur leurs affaires, nous renvoient ça, des versions doubles, des versions triples. C'est que nous, il faut essayer de garder le fil de ça constamment et puis s'assurer à la fin que, que tout le monde a répondu à tous les commentaires et que toutes les réponses ont été pertinentes. Et puis aussi que tous les commentaires sont bien dans la version du texte qui va être envoyé dans le fond comme étant le second order draft, hein. Ça fait qu'il faut s'assurer que les révisions, parce que les versions évoluent vite, hein. On sait comment ça marche. C'est tous ceux qui ont participé à ça. Il y a des versions qui flottent là, partout, des versions partielles. Moi, j'ai travaillé sur la section 3, 4, 5, j'ai travaillé sur la section 2, 3, 1, puis là, puis là, essayer de mettre ça ensemble. Fait que c'est un flot, un feu roulant de textes qui brassent, et nous, de notre côté, de commentaires qui arrivent, et puis il faut vérifier si tout va bien. Donc, très intense comme mission. Et puis quand on vient à la maison, ben, au lieu de se produire un à un, face à face, en fait, en groupe face à face, ça se produit par courriel. Le même frénésie là, de travail se produit par courriel avec des pics. Fait que donc, fascinant. J'ai adoré faire ça, mais il ne faut pas se leurrer, quand on arrive là-dedans, c'est de l'ouvrage. Donc, les chercheurs, on est bons pour se mettre le bras dans le tordeur pour des fonctions qui ne sont pas payantes et puis qui prend du temps le soir puis le matin puis les fins de semaine, le dimanche. Puis on aime ça en plus. Mais c'est tellement fascinant. Moi, ça a été réellement une expérience fantastique de travailler avec ce monde-là. Travailler avec des gens intelligents, c'est toujours intéressant. Wow! Écoute, merci beaucoup, Pierre. Effectivement, un rôle différent de celui de Nathan, de ce que je comprends, mais qui amenait tout son lot de tâches qui sont différentes et tout aussi impliquantes en énergie, en temps. Ouais. Très intéressant. Merci du partage. Si je me tournais maintenant du côté d'Élisabeth. Oui, merci. Ça, ça fait remonter plein de souvenirs, juste en écoutant Nathan et Pierre. Comme auteur principal, alors cela implique de passer des revues de beaucoup d'études scientifiques
de collaborer avec des experts du monde entier. Mais c'est vraiment incroyable de voir le chapitre et le rapport quand ça prendra forme. Mais je veux aussi préciser que des fois, des auteurs principaux peuvent s'impliquer dans le résumé de l'intention des décideurs. Et moi, j'ai été impliquée. Et alors, vraiment participer à la plénière, c'est vraiment assez intense. Mais d'une manière, tous les rôles ils sont intenses parce qu'il faut apprendre à écouter, à expliquer, à faire des compromis, mais sans jamais sacrifier l'intégrité scientifique. Alors, c'est vraiment une expérience sans pareil. Merci beaucoup, Elisabeth. Gwenaëlle, de ton côté, est-ce que tu avais vécu une expérience Oui, différente? à écouter Pierre, ça m'a fait beaucoup sourire parce que, c'est ça, moi, j'ai dirigé l'équipe qui a produit pas mal de commentaires pour Pierre, mais peut-être pas pour son rapport, mais en tout cas, nous, c'est ça, comme je disais, on était quand même des grosses équipes de jeunes chercheurs à se concentrer sur certains chapitres de 6 drafts. Au total, on a quand même soumis à l'IPCC pour les 6 révisions 14 500 commentaires. Donc, on a quand même contribué à notre petite échelle. Puis, pour nous, les jeunes chercheurs, de commencer par la révision, on n'a pas forcément le CV, les publications scientifiques pour tout de suite être auteur. On n'a pas tous la chance, comme Nathan, d'avoir des superviseurs qui nous prennent un peu sur leurs ailes pour nous rentrer puis participer. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiation de comment tout fonctionne pour se sensibiliser, comme je le disais, à la façon dont c'est écrit, à la façon comment ça fonctionne, cette grosse machine, hein, c'est des cycles, donc c'est plusieurs années. On peut commencer notre thèse de doctorat, puis quand on a fini, le rapport est enfin fini, donc c'est presque, on peut le suivre au fur et à mesure. Puis nous, comment on avait fonctionné, comme je le disais, on était des grands groupes de personnes très diverses en termes d'expertise et de culture et scientifique, etc. Donc en fait, on donnait le choix, enfin, on désignait une section de certains chapitres qu'on avait sélectionnés pour 3 personnes qui le révisaient. Puis c'est pas des experts du tout de la section qu'on leur donnait, pour vraiment être sûr que leurs commentaires, ce soit vraiment monsieur et madame tout le monde qui lisent, puis que je comprends rien, qu'est-ce qui est écrit, c'est pas clair pour moi. Puis ensuite, ils avaient la liberté d'aller dans la section où ils étaient vraiment experts pour aller voir et vraiment donner la dernière littérature à jour dans leur domaine d'expertise. Parce qu'on le sait, hein, c'est les jeunes chercheurs qui font la recherche, les plus seniors, ils participent à mettre le bras dans justement toutes les autres affaires qui leur prennent plus de temps. Et comme le disait Pierre avant la rencontre, on a moins le temps peut-être de faire la veille scientifique, etc. Donc, on trouvait que c'était un bon moyen que la contribution finalement des jeunes chercheurs était vraiment importante. Et puis, on a beaucoup d'auteurs qui nous ont vraiment valorisé les commentaires qui avaient été reçus. Puis c'était un vrai travail aussi pour nous, quand on parlait de défis. Comme nous, on avait un processus interne de un peu épuration, hein, les 14 500 qu'on a soumis, il y en avait beaucoup plus, mais on a un peu épuré parce que justement, comme disait Pierre, chaque commentaire doit être répondu. Donc, on veut pas donner de la surcharge, puis on veut être sûr que ce qu'on soumet à l'IPCC, au GIEC, ça soit pertinent. Donc, on avait aussi un clinage et c'est très frustrant. On a l'habitude que tout soit parfait, les virgules, etc. Et de se contraindre de dire on s'en fiche s'il n'y a pas de virgule, s'il y a une faute d'orthographe, c'est la substance qu'il faut Donc ça, c'était aussi un beau défi. Puis dans le temps imparti, parce que pour réviser, il y a un temps imparti, hein, chaque draft, il y a un temps imparti. Puis nous, comme on avait un processus interne, ça a réduit un petit peu le temps. Mais tout le monde qui a participé était vraiment très content pour ça. Mais c'est vrai que c'était un peu challengeant, puis aussi le fait que à l'époque, la plateforme, en tout cas pour le rapport spécial pour la cryosphère, la soumission des commentaires par groupe, c'était le nom d'une personne. Donc, j'ai mon collègue Mathieu Casado, tous les auteurs lui ont dit waouh, et qu'est-ce que tu as bien révisé ce rapport-là, tu as soumis autant de commentaires. Puis c'est comme non, 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 mais il y a 100 personnes, mais on a juste on a juste pu soumettre pour le groupe. Puis ensuite, on a transmis tous les réviseurs
au GIEC pour que tout le monde soit nommé dans les annexes à la fin. Mais il y avait aussi des petits couacs de techniques, on va dire, qu'on espère qu'ils seront peut-être résolus pour les soumissions de groupe pour le passé. Mais c'était pas mal ça, les points positifs, puis bonus, et puis en même temps défi de réviser les rapports de cycle 6. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Donc, ce que j'entends quand même, c'est que au final, vous ressortez de votre expérience tous avec un sourire quand vous en parlez, euh, malgré au-dessus de 14 000 commentaires, ce qui est quand même, ma foi, assez colossal à adresser. Mais de ce que j'en comprends, c'est que c'est des expériences pour lesquelles on peut venir chercher vraiment beaucoup de... C'est ça, beaucoup de positifs. Donc, c'est ce que j'entends de vos discussions. Et puis là, je regarde encore une fois la section questions et réponses. Considérant qu'il n'y a pas de questions pour le moment, on a encore quelques minutes. Alors, j'aimerais ça vous demander, compte tenu de ce que vous avez appris grâce à votre participation au cycle 6 du GIEC, quel conseil est-ce que vous aimeriez donner à quelqu'un qui assume pour la première fois un rôle d'auteur ou de réviseur pour, pour le GIEC, peut-être pour le prochain cycle, le cycle 7? Ah oui, alors je peux commencer encore une Oui. fois. Alors, comme le panneau a expliqué, alors tous ces rôles sont un grand travail, sont beaucoup de travail, sont assez intenses. Mais alors pour moi, c'était très enrichissant, c'était très intéressant. Ce travail, on lit plusieurs articles, en discutant les conclusions, la synthèse avec des collègues, des experts internationaux. Ça se rend à jour concernant alors la science dans ma domaine. Ça me rend à jour. Oui. Alors, c'est très intéressant de travailler avec plusieurs experts, de collaborer avec des experts de plusieurs pays, de plusieurs, oui, des experts dans plusieurs domaines. Et, mais alors, c'est un grand travail, mais mais c'est très, très intéressant, très enrichissant. Et alors, si on est prêt, vas-y. Oui, postule pour ça. Oui. Merci. Merci, Nathan. Merci pour le partage. Quelqu'un d'autre, un conseil à donner peut-être rapidement, une minute ou deux? Ben, je peux y aller? Oui. Désolée, Elisabeth. Mais encore une fois, un point de vue des jeunes chercheurs, c'est pas toujours que dans les journaux, encore une fois, on a le CV pour pouvoir être reviewer d'articles scientifiques. Donc, c'est une très bonne première porte d'entrée. Surtout qu'il y a des structures, ben là je parlais de l'association Apex, mais on a fait ça avec d'autres collègues, d'autres associations pour les jeunes chercheurs, qui vraiment sont en collaboration avec le personnel du GIEC, hein, les membres des groupes de travail, les chairs, les auteurs, donc pour aider à former finalement ce qu'on espère les auteurs et autrices des prochains cycles. Et puis, ben, c'est aussi une belle opportunité pour que vraiment souvent, ben, tous nos projets de recherche, il faut qu'ils fitent un petit peu les mandats politiques, etc. Donc, c'est aussi une belle porte d'entrée de contribuer à quelque chose politique, entre guillemets, à l'échelle internationale. Donc, vraiment, je trouve que participer en tant que réviseur, c'est très, très enrichissant pour nos carrières en recherche quand on démarre, puis que ça soit maîtrise, doctorat, postdoctorat, etc. Là, vraiment, Ouais. je le recommande. Super, merci. Elisabeth, de ton côté? Oui, je dirais que ouais, c'est un rôle qui demande du temps, de l'énergie, une vraie capacité à collaborer. Il faut être prêt à apprendre en continu, à accepter les retours, à parfois même remettre en question ses propres certitudes. À Gwenaëlle, vos commentaires sont parfois difficiles à recevoir, mais ils sont d'une grande valeur. Et on n'a pas parlé ici parce que, mais il y a aussi le rôle de auteur-contributeur.
Et c'est une autre opportunité pour les jeunes quand même, ou des gens qui ont une expertise un peu plus ciblée sur un point précis, d'y participer, de faire une analyse, un exemple de cas, des données spécifiques. Alors, il y a des engagements qui sont un peu plus limités dans le temps, et ça peut aussi être une très bonne porte d'entrée pour découvrir un peu le fonctionnement du GIEC et de s'impliquer progressivement. Alors, c'était juste pour élever que il faut pas commencer comme auteur principal. On peut aussi être une auteur contributeur, mais quand même, c'est exigeant, mais c'est vraiment une expérience qui est profondément enrichissante. Alors, je dirais, aussi, on peut toujours demander à un auteur qui s'est déjà impliqué, avec, plus expérimenté. Je trouve que la communauté du «Nous sommes ici». Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Oui, c'est vrai que le rôle donc d'auteur, contributeur vient permettre là, de fournir des commentaires sur quelque chose de très spécifique et ne nécessite pas d'être nominé, si j'ai bien compris. Donc, c'est une possibilité également. Pierre, de ton côté, est-ce que tu avais envie de partager peut-être un conseil Oui, à donner à de futurs auteurs? oui, quelques conseils. Je pense que, il faut, tout de suite en arrivant, comme on arrive un peu sur le temps, alors que les gens se connaissent déjà, travaillent ensemble depuis un an, il faut réellement faire sa place rapidement, puis apprendre, connaître, se forcer pour connaître les auteurs, les gens qui sont autour de la table. Il y en a 12 là, qui sont là dans le comité d'écriture. Il faut apprendre à les connaître rapidement, puis apprendre le coordonnateur ou la coordinatrice, le CLA rapidement aussi, parce qu'on va avoir à les harceler tout le monde pendant les prochains mois. Hein. C'est notre rôle de les harceler. Fait qu'il faut établir un lien de confiance avec eux, avec elles, très, très rapidement. Ça fait que ça, c'est très important. Euh, il faut aussi, dire un peu, côté aussi ludique, plus il faut réellement jouir du moment quand on est ensemble, tout le monde, parce que c'est une expérience absolument extraordinaire. On se retrouve dans un milieu toujours où on n'a jamais été, avec des gens qui sont intelligents, extraordinaires. Il faut en profiter parce que ça nous enrichit. Ça fait qu'il faut, même si il y a du travail à faire, beaucoup, il faut en profiter. Ça va être des moments dont on va se souvenir longtemps. Euh, Moi, j'étais review editor, mais même comme éditeur, il ne faut pas se gêner pour se mêler du contenu quand on a l'expertise pour le faire. Ça, j'ai trouvé que c'était utile avec une vue de l'extérieur. On n'était pas pris à un texte, nous, ce qu'on pouvait commenter des textes en disant c'est réellement pas bon. Ça se lit très mal. Des fois, moi, j'écrivais, moi, parce que j'étais toujours les deux mains dans le texte, j'écrivais aux auteurs, puis je leur disais, regardez, là, ce bout-là, là, je ne comprends rien. Ça serait beaucoup mieux si tu disais telle affaire. Puis habituellement, il y a des bons dialogues et puis souvent, ils acceptent une opposition parce qu'ils ont le nez dedans, hein, puis ils ne le voient plus, eux autres. Ça fait 100 fois qu'ils le regardent. Fait qu'avec une lecture externe, c'était beaucoup mieux. Et puis, s'il y en a qui se destinent à être review editor ou si le destin leur donne ce poste-là, je pourrais leur fournir le nom. Mais c'est en fait Andreas Fichlin, que certains d'entre vous connaissent. Il est assez haut dans l'organisation. Je ne sais pas s'il est encore là dans le GIEC, là, Andreas, mais il avait créé, lui, un outil de gestion de base de données basé sur Hmm. pour gérer justement l'afflux pour les éditeurs, l'afflux constant de portions de ce fameux fichier-là qui nous arrivent avec des doublons, avec ci, avec ça, pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de doublons, pour identifier immédiatement les commentaires où les réponses sont incomplètes, tout ça. Ça fait que donc, ça, c'est un outil qui m'a sauvé qui nous a sauvé la vie à mes deux collègues et moi, ça. Fait que ça, c'est donc un Super. Merci beaucoup, Pierre. plaisir. Très intéressant vraiment de tous vous entendre. C'est extraordinaire de voir votre passion malgré la charge de travail qui est exigée par le fait d'être auteur pour le GIEC. Merci. Donc, excusez-moi, j'ai une petite grippe, hein, et puis je me suis rendu compte que parfois j'essaie de tousser en me mettant en sourdine, mais des fois j'oublie, et là j'imagine que vous avez entendu quelques quintes de tout, j'en suis désolée. Donc, rapidement, parce que moi j'ai des petits mots à vous dire sur le processus de nomination pour le cycle 7, mais avant, Robert, je pense que tu voulais nous préciser quelques éléments qui vont peut-être se dérouler différemment pour le cycle 7 du Oui, GIEC.
Oui, merci. J'ai écouté avec grand intérêt les, vos commentaires et vos témoignages. Je partage aussi ces témoignages puisque j'étais moi-même aussi coordinateur de chapitre. Donc, je partage ces témoignages. Simplement, on a aussi appris des leçons du 6e cycle et on va essayer de faciliter la vie d'un certain nombre de directions pour les auteurs. Donc, voilà. Maintenant, je voulais signaler aussi une chose, c'est que c'est Pierre qui disait une chance sur 6, mais en fait, quand on regarde les premiers appels qu'on a eus pour le 7e cycle, pour les experts ou pour les auteurs, pour le rapport sur les villes, là, on passe à un ratio de 1 sur 10. Donc, le GIEC est de plus en plus, comment dire, demandé. Donc, voilà, ça devient très difficile, d'où l'intérêt à la fois de candidater, puis nous, on garde aussi cette liste de candidats bien en tête, sachant qu'on ne peut pas sélectionner tout le monde, et c'est bien dommage. Maintenant, pour les nouveaux outils, hein, j'entendais parler de commentaires qui arrivent de partout et des changements qui arrivent de partout. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup avec du Word et puis maintenant on a des nouveaux outils quand même et il va y avoir un portail qui va être un tout petit peu mieux que je ne sais pas si vous vous rappelez du DMS. Quand on rentrait dedans, c'était un cauchemar en fait. Parce que voilà, on n'était jamais sûr qu'on avait la bonne version, etc. Maintenant, on va avoir un portail d'auteur qui est bien plus moderne. Donc, ça sera beaucoup plus facile, à la fois pour gérer les commentaires, mais aussi pour gérer les textes eux-mêmes et faire de l'édition partagée. Dernier point, l'intelligence artificielle va nous aider aussi. Donc, on est en train d'essayer de voir comment ce qu'on peut faire et ne pas faire avec l'intelligence artificielle, notamment la revue, les revues automatiques, la recherche de littérature. Donc ça va être utile. Par contre, ce dont on est certain, c'est que on va interdire que les phrases, hein, les phrases des auteurs devront être des vraies phrases d'auteurs, de vrais auteurs, voilà, et pas d'intelligence artificielle. Donc voilà, ça va être aussi un environnement qui va nous aider, mais sur lequel il faudra qu'on fasse un tout petit peu attention et il y aura des directives là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, c'est les nouveautés du 7e cycle. Il y en aura bien d'autres, mais je ne les ai pas en tête là pour le moment. Merci. Bien, merci beaucoup, Robert. C'est bien effectivement de savoir que pardon, des outils peut-être un peu plus efficaces vont être mis à disposition là, des auteurs. Donc, un immense merci à nos panélistes. J'aurais voulu le faire pendant que vous étiez encore à l'écran, mais merci beaucoup d'avoir partagé vraiment toutes vos expériences. C'est un grand plaisir de vous entendre et c'était surtout très inspirant. Donc, il nous reste quelques minutes. Je vais y aller assez rapidement parce que plusieurs items ont déjà été discutés là, depuis le début de la rencontre, mais c'est en lien avec le processus de nomination d'experts canadiens pour le GIEC pour le 7e cycle. J'ai quelques diapos à vous montrer. Puis là, je ne sais pas si c'est juste moi, mais je ne les vois plus. Donc, oui, excuse-moi, oui, on peut commencer à présenter les... Yes, you can start to present the slides, sorry. Merci beaucoup. Donc, rapidement, merci. Alors, pour le 7e cycle du GIEC, next slide, please. Donc, il faut savoir que le GIEC sollicite actuellement des mises en candidature d'experts canadiens au poste d'auteurs principaux coordonnateurs, d'auteurs principaux et de réviseurs. Donc, les 3 rôles dont nos différents panélistes ont parlé, qui sont des rôles pour lesquels il faut être nominé. Donc, et ce, pour les 3 groupes de travail. Donc, groupe de travail 1, 2 et 3, que vous voyez listés ici pour le rapport d'évaluation 7, le RE7 ou AR7, pardon, en anglais. Également, vous dire que le GIEC recherche des experts pour siéger dans le groupe suivant qui s'appelle l'équipe spéciale pour les données servant aux évaluations du changement climatique. Et la date limite de candidature qui a été fixée par le Canada est
à 17 heures, donc heure avancée du Pacifique, le 7 avril 2025. Donc, c'est la date limite pour poser votre candidature. Et au terme de cela, on peut aller « Next slide, please ». Au terme de cela, il y a un processus que je vais vous expliquer qui va mener à la soumission des candidatures sélectionnées au GIEC. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le secrétariat pour le Canada du GIEC sollicite des nominations d'experts canadiens en diffusant l'information sur cette mise en candidature au moyen d'une liste de distribution. Donc, c'est là où on en est actuellement. Le GIEC a lancé ses appels et maintenant, le secrétariat du GIEC pour le Canada, lui, essaie de distribuer ça le plus largement possible dans ses réseaux. Par la suite, le secrétariat du GIEC pour le Canada fixe la date limite nationale plusieurs jours avant la date limite du GIEC pour donner assez de temps à l'examen et à l'évaluation des candidatures. Donc ça, c'est le 7 avril que je vous parlais tout à l'heure. C'est comme la date au niveau national qui a été fixée, ce qui permet, après le 7 avril, que le secrétariat pour le Canada puisse maintenant venir évaluer par un comité d'examen du gouvernement du Canada, composé de scientifiques et d'experts canadiens qui participent activement à des évaluations scientifiques ou à l'élaboration de politiques sur des changements climatiques. Donc, ces gens-là vont venir évaluer les candidatures qui ont été soumises. Et donc, les membres du comité d'examen sont responsables de dégager un consensus sur la liste des candidats qu'ils vont recommander pour le coordonnateur canadien aux fins de présentation au GIEC. Ce qui fait que suite à ce processus-là, le secrétariat du GIEC pour le Canada va bien sûr informer les personnes dont la candidature a été retenue et va par la suite envoyer avant le 17 avril, ça c'est la date limite établie par le GIEC. Donc, avant le 17 avril, ils vont soumettre le nom des candidatures retenues et c'est le GIEC qui sera responsable des décisions ultimes, fondées sur ses critères d'évaluation et sur le bassin mondial de candidats. Et bien sûr, au terme de son évaluation à lui, le GIEC va aviser directement les personnes sélectionnées. Prochaine diapo. Next slide, please. Pardon. Donc, juste important de vous dire que pour être pris en compte pour la nomination, le GIEC demande aux candidats intéressés de soumettre les documents suivants au point focal ou en fait le coordonnateur au Canada c'est ça, le point focal de leur pays respectif. Excusez, c'est une traduction un peu drôle. Donc, la personne responsable au secrétariat canadien du GIEC. Donc, vous devez soumettre le formulaire de candidature qui est spécifique, je le note bien, spécifique au groupe de travail ou à l'équipe spéciale concernée. Donc, par exemple, groupe de travail 1, il y a un formulaire. Groupe de travail 2, il y a un formulaire. Alors, à vous de choisir le bon. Également, vous devez soumettre votre CV. Je mets l'accent sur le 4 pages maximum, car au-delà de ce nombre, je pense que le système ne nous permet même pas, nous, de pouvoir télécharger le document. Donc, important de respecter le 4 pages. La langue du GIEC est l'anglais, donc tous les documents doivent être soumis en anglais. Chaque candidature doit indiquer clairement le domaine d'expertise du candidat. Excusez-moi. Et également vous dire que des experts peuvent être nommés pour chacune des 3 contributions, donc chacun des 3 groupes de travail du cycle 7. Et chaque groupe de travail attribue un nombre maximum de chapitres et de rôles pour lesquels un expert peut être nommé. Donc, c'est sûr que, comme on l'a vu tout à l'heure, déjà siéger sur un groupe de travail, c'est déjà beaucoup. Ça demande beaucoup de temps, mais ce n'est pas impossible de siéger sur plus d'un groupe de travail. Next slide, please. Donc, le secrétariat du GIEC pour le Canada accepte les candidatures d'experts qui détiennent la citoyenneté canadienne ou qui vivent et travaillent au Canada. Dans l'évaluation des candidatures, le comité d'examen considère principalement l'expertise et le mérite. Donc, vous voyez ici, on parle de pertinence de l'expertise du candidat pour le processus de mise en candidature,
et pour le poste ou le rôle en particulier. On parle de l'importance de la contribution scientifique, comme la qualité et le nombre de publications dans des domaines d'expertise appropriés, par exemple. Également, on parle de l'expérience à l'échelle internationale. Également, le comité d'examen va considérer les éléments suivants au besoin. Donc, on parle ici de complémentarité dans l'ensemble des domaines des 3 groupes de travail du GIEC. Robert en a parlé également au début, l'équilibre entre les genres et également au sein des régions. Une combinaison d'experts avec ou sans expérience précédente des travaux du GIEC. On veut quand même des groupes qui sont diversifiés. Et l'expertise d'un éventail d'organisations, c'est-à-dire autant des personnes provenant des gouvernements, d'universités, d'organisations autochtones, secteur privé, etc. Next slide, please. C'est la fin, voilà. Donc, si vous voulez nous contacter, vous avez l'adresse qui figure ici à l'écran, de même que le lien pour accéder directement au formulaire de nomination. Donc, we can stop sharing the presentation, please. Et alors, toujours pas de questions dans la section Q&A. Alors, à moins, il nous reste 5 minutes, donc à moins qu'un de mes collègues souhaite prendre le micro pour venir préciser un item ou 2. Je regarde ici dans le chat. Mais je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, je laisse encore la chance au coureur. Je parle à mes collègues si quelqu'un voulait revenir pour clarifier quelque chose. Vous avez l'opportunité. Sinon, ça va être Robert, oui. Est-ce que tu avais quelque chose à clarifier ou tu viens m'aider au cas où j'ai une question quiz? Je viens aider seulement. Super. Donc, voilà. Bon, ben écoutez, je pense que comme on ne voit pas de questions apparaître, j'imagine que les explications ont été, somme toute, assez claires. Sinon, bien évidemment, vous pouvez toujours joindre le secrétariat du GIEC pour le Canada si vous avez des questions sur les processus, et ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Et excusez-moi, hein, parce que là, je lis le chat en même temps. Donc, ouais, non, c'est ça. On me dit que, bref, on me dit que c'est la fin. Donc, écoutez, merci vraiment beaucoup de votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire à l'équipe du secrétariat du Canada pour le GIEC et en vous souhaitant la meilleure des chances pour peut-être devenir un auteur du GIEC pour le cycle 7. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.